sacré moment qu'on a pu discuter tous ensemble. Ça me fait plaisir de revenir parmi vous. Ça me fait plaisir de continuer l'émission, ce que j'aurais aimé savoir. On est aujourd'hui à l'épisode 11. C'est un plaisir pour moi, franchement, de vous retrouver, toujours aussi nombreux. Ça me fait tellement plaisir d'avoir des auditeurs qui demandent après moi, qui demandent aussi si l'émission continue ou pas, où est-ce qu'on en est, etc. Et ça me fait plaisir de voir qu'il y a autant d'auditeurs intéressés par les sujets qui sont abordés dans ce podcast. Alors, aujourd'hui, je reçois Renaud Dossavi, qui est biologiste de formation et qui est écrivain. Il est togolais de nationalité. Et je pense que beaucoup de Togolais le connaissent parce qu'il a été primé par la BAD et par la Banque mondiale pour ses œuvres. Donc, je pense que je vais juste vous laisser le découvrir tantôt dans notre échange. Alors, je vous préviens, c'est un échange assez intéressant, à la fois intéressant et surprenant, parce qu'on a essayé justement d'aborder ce que Renaud aurait aimé savoir déjà. Et ensuite, on a essayé d'aborder un certain nombre de sujets qui touchent justement la recherche scientifique en Afrique, le féminisme vu par un homme, donc par Renaud. On a essayé de décrypter un peu tout ça. On a essayé de parler aussi de l'égalité des chances versus l'égalité des résultats lorsqu'on parle justement des femmes. Le 8 mars, c'était la journée internationale des droits des femmes. Et donc, il me paraissait important d'en parler un tout petit peu quand même avec Renaud qui s'intéresse depuis un bon bout de temps à ce sujet-là. Et je vais vous prier de rester avec moi jusqu'à la fin de ce podcast parce que dans la conclusion, je vais essayer de nuancer un peu certains propos et également surtout de replacer les questions qui ont été posées dans l'échange dans le bon contexte. Alors, Renaud et moi, on a aussi fait un petit exercice de sources. Je vais essayer de mentionner ces sources également dans le descriptif. Vous pourrez les retrouver plutôt et pouvoir les lire également et comprendre mieux les propos de Renaud. Alors, je vous laisse dans de bonnes mains. On se dit à tantôt. C'est Edem et c'est l'émission Ce que j'aurais aimé savoir. Bonjour tout le monde. Bonjour chef Renaud. Comment tu vas? Salut Edem, je vais très bien et toi-même? Ça va. Je rends grâce. Déjà, ça me fait plaisir de te savoir dans cet épisode, dans cette émission en particulier. Parce que j'ai bien compris que tu as des choses à partager. D'ailleurs, nous avons des choses à discuter. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors, Renaud, c'est qui Renaud Dossavi? Alors, pour faire simple, je suis un jeune Togolais. Bon, plus si jeune que ça, mais quand même, bon, un jeune Togolais, et biologiste de formation, écrivain et journaliste économique, et qui se perçoit ou qui se considère comme un jeune intellectuel en devenir, plutôt de tendance, panafricaniste et grand passionné d'histoire et d'Afrique. Est-ce que ceux qui nous écoutent ont compris tout ce que tu as dit? Je crois qu'ils ont compris. Maintenant, en plus simple, on peut dire que tu es écrivain, mais que tu t'intéresses à des sujets en particulier. Oui. En tant qu'écrivain, je m'intéresse beaucoup à l'homme avec grand H, tu vois. Je crois que beaucoup d'écrivains, mais c'est non seulement à l'homme, mais à l'homme au sein de la société. L'homme en tant que... je vais employer un terme peut-être un peu barbare, mais en tant qu'être biologique, mais en même temps en tant qu'être spirituel. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et à côté de ça, ce dont je me passionne réellement, c'est l'histoire, en particulier l'histoire africaine. Ouais. L'Afrique m'intéresse au plus haut point. C'est ma priorité, quoi, si on veut. C'est vraiment ma priorité, c'est l'Afrique.
Et c'est tout ce qui tourne autour, surtout dans une perspective de souveraineté, tu vois, souveraineté non seulement intellectuelle, militaire, politique, tout ce qu'on veut, quoi. Je me considère comme un fils d'Afrique qui écrit et qui pense en dernier ressort pour le bien de l'Afrique et de façon plus large pour le bien de l'humanité. Enfin, c'est un peu arrogant, mais bon, voilà. Bon, je pense juste que tu sais ce que tu veux et tu sais où tu vas. Donc, ce n'est pas si arrogant que ça. Alors, moi, j'ai bien envie de te demander, en fait, si tu as fait des études en histoire, etc., vu que tu t'intéresses à ça, est-ce que tu as étudié les sciences sociales, etc.? Non, je suis parfaitement autodidacte, en fait, de ce point de vue-là. L'histoire, je l'ai étudiée à travers les livres, pas nécessairement les livres d'histoire académique, mais à travers les auteurs, que ce soit Cheikh Anta Diop du côté africain, comment ça s'appelle le Burkinabé, la Kizerbo, tu vois. Et à côté, l'histoire universelle, même l'histoire de l'humanité, je me suis formé intellectuellement avec des auteurs comme Jared Diamond, que j'aime beaucoup, c'est un Américain, et remarquable. Donc, je suis très, très autodidacte de ce côté-là. D'accord, ok, c'est correct. Mais du coup, tu as fait des études en quoi? Alors, académiquement, j'ai une formation en analyse biomédicale, tu vois. J'ai un parcours scientifique et voilà, analyse biomédicale à l'École supérieure des techniques biologiques et alimentaires, ESTEBA, de l'Université de Lomé. Et à côté, l'écriture, c'est par passion et disons que la passion m'a un peu rattrapé par après, quoi. D'accord. Mais en gros, en fait, tu as fait des études qui n'ont en quelque sorte rien à voir avec ce que tu fais professionnellement actuellement. C'est ça, absolument. Je suis un peu un ovni dans mon domaine professionnel actuellement, si on s'en tient au côté académique, quoi. D'accord. Mais pourquoi avoir voulu étudier du coup la biologie? Est-ce que c'était pour mieux connaître l'homme grand H ou bien c'est parce qu'on est justement au Togo et que ce n'était pas évident, tu n'avais pas encore identifié ce que tu voulais faire? En fait, je voulais faire médecine. C'est comme ça que ça a commencé. Parce que vouloir faire médecine, ça participe en fait j'ai un peu la curiosité, si tu veux, la curiosité du biologiste face à l'être humain, quoi, tu vois. Oui. Et donc, je voulais faire médecine, c'est ce qui semblait tomber sous le sens. Mais les aléas de la vie et de l'université m'ont dévié de la voie. Et disons que durant mes années universitaires, je me suis plus intéressé finalement. Je suis revenu un peu à l'écriture, dont la passion s'est renforcée à l'époque. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais à la base, je voulais faire médecine. Ça reste d'ailleurs, je le dis souvent, ça reste une de mes, comment dire, une de mes, quel est le terme, un de mes petits regrets, quoi. Je pense que j'aurais fait un très bon médecin. J'ai pas mal d'amis médecins d'ailleurs. D'accord. De toute façon, tu fais partie d'un des meilleurs écrivains actuellement au Togo, avec tous les prix internationaux que tu as reçus. Donc, je pense honnêtement que tu as trouvé ta voie de toute façon. Donc, que tu as fait des études, que tu as fait des études qui te permettent de mieux comprendre ou pas, honnêtement. Je pense malheureusement en Afrique, on se focalise beaucoup trop sur les études, alors qu'en fait, on devrait plus se focaliser sur ce que la personne veut faire. Ah oui, d'ailleurs, si je peux faire une remarque à ce sujet, en fait, s'il y a une chose que mon parcours scientifique et même mes études en biologie m'ont apprise, je ne sais pas si d'autres cursus auraient apporté ça, c'est de penser en ordre, penser dans l'ordre, quoi. Penser du point de vue d'un biologiste, c'est-à-dire de façon scientifique, de façon organisée et prendre les données de façon froide, tu vois, de façon presque clinique, tu vois, c'est un peu ça. Et ça, je trouve que c'est une perspective intéressante que un peu la formation de biologiste a renforcé de mon côté. Donc, ce n'est pas si mal que ça. Et comme tu dis, le développement professionnel n'a pas grand-chose à voir forcément avec les études de départ, mais les outils, c'est-à-dire que on peut quand même acquérir des outils dans un domaine et les employer de façon
inattendu dans un autre, quoi. C'est vraiment assez intéressant de ce point de vue-là. Ouais, ben, je pense surtout qu'on peut les employer de façon transversale et donc du coup, on pourra mieux Exactement. s'en sortir. D'accord. Alors, Exactement. Renaud, j'étais plutôt ravi que tu m'aies contacté pour passer dans l'épisode. Et donc, je suis curieux de savoir ce que tu aurais aimé savoir ou les choses que tu aurais aimé savoir. Alors, actuellement, je me sens, disons que depuis un certain temps, je me sens un peu vieux subitement. Là, j'ai 27 ans, tu vois. Et bon, je pense que c'est quelque chose, ouais, bon, tu rigoles, mais c'est peut-être quelque chose d'assez commun autour de ça. Je me sens vieux. Et j'aurais justement aimé savoir que le temps est précieux. Que le temps est extrêmement précieux et que en dernière instance c'est le seul véritable trésor dont on dispose. Tu vois ce que je veux dire? L'argent ça va ça vient, tu vois? L'argent ça va ça vient, mais le temps on ne le récupère pas. Et j'aurais aimé être plus audacieux quand j'étais plus jeune. Tu sais, j'ai été un élève remarquablement sage jusqu'à l'université, c'est-à-dire que je ne pense pas avoir, comment dire, raté une seule heure entre le collège et le lycée, par exemple. Pas une seule heure, tu vois. J'étais vraiment un élève très académique, très, très concentré là-dessus. J'avais pas autre chose à foutre, en fait, en dehors de ça. Et je me dis que j'aurais aimé être plus aventureux à ces âges-là. Être, pas nécessairement rebelle, mais vivre quand même plus d'aventures, tu vois. Sortir un peu des sentiers battus, explorer un peu, aller au contact de l'humain dans sa vie de tous les jours, vivre certaines péripéties qui auraient été intéressantes. Et j'aurais aimé aussi, comment dire ça, agir plus à une époque. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser la peur de qu'est-ce qui pourrait arriver nous empêcher de prendre certaines décisions. Il faut oser, tu vois, saisir la moindre opportunité de rencontrer de nouvelles personnes, de vivre la vie d'aventure, de tenter le coup, que ce soit avec une femme, avec une opportunité d'affaires ou de formation ou même pour de gagner de l'argent. J'aurais aimé savoir ça, que le temps est précieux et qu'il ne sert à rien d'avoir peur. Il faut foncer quand on le sent et agir, quoi, tu vois. Et que en dernière instance, c'est l'action qui apporte les résultats et pas de longues réflexions aussi intéressantes et intelligentes soient-elles. En dernière instance, c'est l'action qui compte. Donc, en gros, le temps est précieux et il faut agir. D'accord. Est-ce que, en fait, si je comprends bien, lorsque tu parles d'audace et tout, est-ce que tu veux dire que tu aurais aimé prendre des risques dans la vie, en gros? Oui, j'aurais aimé prendre plus de risques à certaines époques, tu vois. J'aurais aimé prendre plus de risques, oui. Et c'est-à-dire que je pense que ça, c'est quelque chose qui est courant chez les gens qui sont très cérébraux. C'est un peu comme aux échecs, quand tu vois, entre guillemets, quand tu vois le match à 4 coups à l'avance, tu vois, tu as tendance à trop hésiter avant de faire un choix parce que tu vois un peu les éventualités possibles et donc tu t'abstiens. Tu vois, c'est ce qu'on appelle en anglais analysis paralysis. C'est-à-dire, à force de trop analyser la situation et de penser aux éventuelles conséquences de nos actes, on finit par ne plus agir comme on l'aurait fait et si on ne savait pas, quoi, tu vois. Ce qui fait qu'on pense tellement qu'on n'agit plus assez. On ne prend plus assez de risques parce que justement, on voit dans la tête les choses qui pourraient arriver. Et ça, c'est quelque chose que je pense que les gens, entre guillemets, intelligents, c'est un problème assez courant à ce niveau-là. Enfin, je m'avance peut-être, mais je pense. Et donc, je pense que oui, prendre plus de risques, tenter plus le coup, être un peu con parfois et agir, tu vois. Bon, des risques calculés, mais quand même, prendre plus de risques. D'accord. Mais est-ce que tu penses, de ton point de vue, bien évidemment, est-ce que tu penses que le fait que tu sois assez prudent
assez réticent à prendre des risques à certaines époques, et etc. Le fait que tu n'aies pas eu à prendre ces risques-là, est-ce que tu penses que ça vient de l'éducation que tu as reçue ou c'est dans ta nature? Je pense qu'il y a une part des deux. C'est-à-dire que déjà, étant enfant, j'étais extrêmement sage. Hein. Bah oui. C'est peut-être aujourd'hui, ça étonnera certaines personnes, mais j'étais très très sage quand j'étais jeune. C'est-à-dire que j'étais le jeune garçon plongé dans les livres ou dans son jeu vidéo. À l'époque, c'était la Nintendo, au lieu de sortir me balader dans le quartier, quoi. Je me suis énormément formé avec les livres et la télévision. J'ai suivi des documentaires animaliers à n'en plus finir, tu vois. Et en même temps, c'est vrai, ça, il y a aussi c'est renforcé par l'éducation, c'est-à-dire que on t'apprend très tôt à étudier, tu vois, à étudier, à être prudent. Tu vois aussi comment dire, entre guillemets, être récalcitrant n'est pas nécessairement bien rémunéré, tu vois. Mais fondamentalement, je pense que c'est plus une affaire de nature, parce que avec le recul, quand j'ai voulu faire quelque chose, je l'ai toujours fait, quoi, tu vois. Et si tu veux vraiment sortir de la maison, tu sors, en fait. Même si tu sais que tu auras une correction en rentrant, tu sortiras quand même. Donc, l'éducation, oui, mais c'est très essentiellement mon trait de caractère. Le côté, entre guillemets, intello avant l'âge, quoi, tu vois. Oui, je vois très bien. Ok, d'accord. Alors, en tout cas, ça fait plaisir de te voir nous partager cela. Et je suppose qu'actuellement, maintenant, tu prends plus de risques puisque tu as compris le truc. Oh oui, oui, et depuis quelques années, c'est-à-dire, bon, avec l'âge aussi, tu finis par être conscient que tu es en train de partir dans un concert de pensée, quoi. Donc, tu coupes le flux de pensée et tu te lances, quoi. Parce que de toute façon, je sais que je peux corriger le tir, improviser si nécessaire, tu vois. Donc, étant donné que je pars du point de vue de quelqu'un qui pense beaucoup, ben, je maximise plutôt au niveau de l'action, parce que c'est ce que je fais le moins. Donc, je pense que c'est une recherche d'équilibre en fonction de là d'où on part. Si vous êtes quelqu'un qui pense beaucoup, vous voulez maximiser, vous voulez être plus entre guillemets, impulsif dans la façon de prendre les décisions. Et si au contraire, vous êtes trop impulsif dans la vie, ben, peut-être que vous avez besoin d'un peu de réflexion pour ajuster le tir et ne pas se retrouver dans des problèmes inutiles. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment été clair, mais c'est un peu ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, on va peut-être attaquer un autre sujet sur lequel je te vois très souvent depuis un petit moment, le féminisme. Alors, j'ai remarqué que tu donnes beaucoup ton avis sur la question. Et je pense d'ailleurs que ce sera la première fois dans cette émission que je reçois un homme qui va justement donner son avis sur le féminisme. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses concrètement. Si tu dois faire, je sais pas trop, une plaidoirie en 2 points rapidement, en 5 minutes, qu'est-ce que tu penses du féminisme? D'abord, il n'y a pas un féminisme, mais il y a des féminismes. Et c'est un peu ça le problème du mouvement aussi. C'est-à-dire qu'il y a 3 vagues dans les courants et elles ne disent pas toutes nécessairement la même chose. Et la 3e vague, c'est celle qui est en train de déferler sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. Qui vient pour beaucoup d'Occident, n'a pas nécessairement grand-chose à voir avec les intérêts, je dirais, immédiats et concrets des femmes africaine, tu vois. Je pense que il va falloir commencer à dissocier un peu un certain féminisme politique, une certaine idéologie qui défère sur les réseaux sociaux d'une défense concrète des intérêts des femmes, surtout dans un contexte africain. Et il faudra aussi dissocier ça d'une certaine cabale anti-masculine, c'est-à-dire misandre réellement, qui est en train de s'imposer de plus en plus et qui, en gros, part du principe que la femme est toujours nécessairement une victime et l'homme toujours nécessairement un agresseur. Ce à quoi je m'oppose de façon farouche et en plus, enfin,
je pense que ce sont des humains, donc que le bien et le mal se trouvent des deux côtés. Je pense aussi que c'est un mouvement qui, pour faire simple, le féminisme aujourd'hui veut abattre des clôtures et des fondations sans se demander pourquoi ces fondations existent, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des bases réelles, des interactions hommes-femmes qui s'appuient sur des réalités, je dirais presque biologiques, anthropologiques, psychologiques, tu vois, et qui vont au-delà d'une quelconque programmation culturelle. Je pense que nos ancêtres ont fait de leur mieux par le passé pour créer le cadre normatif des interactions hommes-femmes du mieux qu'ils pouvaient par rapport aux moyens dont ils disposaient à l'époque et par rapport aux conditions matérielles d'existence de l'époque. Et que non seulement le passé est à comprendre et à intégrer pour être dépassé, mais qu'en plus les bases des relations hommes-femmes dans le futur doivent être posées de façon très, très prudente, en tenant compte du réel, pas d'une idéologie, pas d'un fantasme de ce qu'on croit que les choses sont, mais de la réalité. Et partir du principe que la femme est toujours éternelle victime et l'homme est l'agresseur, ou encore que le patriarcat a mis en place un système de domination pour asservir la pauvre femme, c'est d'une stupidité profonde et c'est une idée qui est fondamentalement dangereuse. Parce que ce que ça va créer en dernière instance, c'est un divorce radical entre les hommes et les femmes. Et il n'est pas certain que ce soit au bénéfice des femmes en dernière instance. Les femmes considèrent, enfin les féministes considèrent que les femmes ont été opprimées. Je tiens à dire que les hommes aussi sont opprimés par la société. Mais c'est normal, parce que la vie est souffrance, tout le monde souffre. Et donc, considérer que la femme est un être éternellement opprimé dans la société, je trouve que c'est une profonde insulte pour beaucoup de gens qui nous ont précédés. Et qu'au contraire, nous avons fait du mieux que nous pouvions avec les moyens dont nous disposions souvent pour rendre la vie aussi confortable que possible pour autant de gens que possible. Pour conclure, je dirais que c'est bien facile aujourd'hui, à une époque où il y a le frigo rempli de nourriture, qu'il y a les supermarchés et il y a l'air conditionné, de s'attaquer aux hommes, tu vois, comme horribles agresseurs. C'est bien facile de le faire aujourd'hui. Et il aurait été intéressant de le faire à une époque où il fallait aller physiquement chercher le gibier, tu vois, à une époque où il fallait physiquement défendre la maison contre les agresseurs, les envahisseurs, à une époque où il fallait physiquement aller mourir, soit sur le champ de bataille, soit à la chasse, soit à la guerre, soit dans la quotidienneté même de la vie, c'est-à-dire à l'usine, tu vois. Et donc, les hommes et les femmes sont faits pour être complémentaires, pas pour être en guerre les uns contre les autres. Et donc, une certaine frange du courant féministe devrait faire très attention à l'idéologie presque pernicieuse qu'elle est en train d'instiller dans nos sociétés, au risque de créer des fractures très profondes entre les hommes et les femmes, au détriment ultime de la société et donc des femmes également. D'accord. Mais du coup, si je comprends bien, pour toi, il y a une frange en fait de féministes, donc du mouvement, qui ne comprend pas très bien le combat. Comment toi, tu penses que ça devrait se faire si on veut vraiment faire en sorte qu'il y ait une équité entre hommes et femmes? D'abord, il faut comprendre de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'avoir une égalité de chance ou une égalité de résultats? Une société qui veut obstinément avoir de l'égalité de résultats est dangereuse, tu vois, parce que les hommes et les femmes sont différents et ils s'intéressent à des choses différentes. Même dans le couple, ils ont des critères de sélection différents, tu vois, et qui ne sont pas forcément du goût de l'idéologie dominante actuelle, tu vois.
Il faut se demander pourquoi les femmes choisissent les hommes qu'elles choisissent et pourquoi les hommes choisissent les femmes qu'ils choisissent. L'un et l'autre ne cherchent pas la même chose dans le partenaire, tu vois, et ce n'est pas mauvais en soi. Les hommes, en général, se mettent ultimement en couple avec. Enfin, on parle de. Ils recherchent de la douceur et de la douceur, de la tendresse, tu vois. Et en général, hein, il y a des différences. Et les femmes, en général, s'intéressent à des hommes parce que. Parce qu'il est attrayant. C'est-à-dire, il pourra me faire de beaux enfants. Et parce qu'il occupe une bonne position dans la société, c'est-à-dire, soit il est riche, c'est-à-dire qu'il pourra s'occuper des enfants, soit il est puissant, c'est-à-dire il pourra me protéger mes enfants, tu vois. Et ça, c'est la base. À côté de ça, comme je le disais plus tôt, nous devons œuvrer pour une société d'égalité des chances. Que chacun, dès le départ, ait les mêmes chances pour faire à peu près ce qu'il veut dans la vie. Le but, ce n'est pas d'avoir une égalité dans les de résultats. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que les hommes et les femmes ne s'intéressent pas aux mêmes choses. Et ça, c'est scientifiquement prouvé, même si c'est politiquement incorrect aujourd'hui. Parce que l'égalité absolue, par exemple, dans les résultats, c'est le fait qu'on veuille avoir 50-50 de pourcents parmi les éboueurs, par exemple. Tu vois, parmi les éboueurs, parmi les maçons, parmi les menuisiers, au même titre que parmi les médecins, les chirurgiens, les bibliothécaires, tu vois. C'est bien facile de vouloir l'égalité. J'ai remarqué que les féministes ne s'intéressent à l'égalité de résultats que pour les postes prestigieux, alors qu'il y a énormément de métiers peu glorieux, tu vois, que des hommes occupent sans trop se poser la question parce qu'ils n'ont pas le choix. Et où on ne voit pas beaucoup de femmes. Éboueurs, par exemple, tu vois. Ouais, d'accord. Et ça, c'est vrai que là, je précise le contexte, c'est vrai que là, on parle plus de féminisme en Afrique. Bien sûr, bien sûr. Et en tant qu'Africain, c'est la question telle qu'elle m'intéresse, tu vois. Oui, je comprends. Ok, d'accord. Et du coup, si tu avais une baguette magique, Renaud, et que tu pouvais, je ne sais pas trop, changer les choses, parce que là, on continue de parler de féminisme et tout. J'ai compris que justement, il y a l'égalité des chances, il y a le fait aussi que les femmes veulent être payées au même titre que les hommes pour le même travail, etc. Oui. Bon, je te coupe vite fait. Hein. Ouais. Pour moi, cette affaire de gap salarial homme-femme, c'est une énorme escroquerie. En quoi? Dans le public au Togo, par exemple, oui, le sexe n'est pas un critère de sélection pour le salaire. Ce qui compte, c'est le diplôme d'entrée dans le milieu qu'on considère. Est-ce que tu viens avec le bac? Est-ce que tu viens avec la licence? Est-ce que tu viens avec le master? D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Dans le public, qui est l'endroit le plus enrégimenté possible, parce que le privé, c'est différent. Le privé, chacun, il y a un salaire de base et après, il y a des entreprises où personne ne sait combien touche l'autre. Chacun vient défendre sa paye, tu vois. Je prends le public qui est le secteur le plus réglementé. Dans le public, on ne paye pas les gens différemment en fonction de leur sexe. On les paye en fonction du diplôme d'entrée, de la fonction occupée et de l'ancienneté. Arrête-moi si je me trompe. Ok, c'est correct. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça n'a absolument aucun sens de dire qu'il y a une inégalité salariale homme-femme. Le privé, c'est différent parce que chaque patron a le droit d'imposer, fixer le prix dans les règles, dans les limites définies par le Code du travail. Jusque-là, on est d'accord. Oui. Et même selon même les études statistiques, en Europe, il n'y a pas de gap salarial homme-femme. Ou en réalité, il n'est pas aussi marqué qu'une certaine idéologie féministe le dit. Ce que cache le gap, en fait, le problème, c'est quand on prend les chiffres de façon
grosse, de façon, comment dire, c'est-à-dire on prend 100 000 femmes, 100 000 hommes. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors que ça ne tient pas compte on ne désagrège pas. Il faut désagréger ces chiffres et se rendre compte que, par exemple, ça rejoint ce que je disais plus haut, c'est-à-dire que les femmes et les hommes ne s'intéressent pas aux mêmes choses nécessairement, et dans la société, ça exprime notamment des différences au niveau salarial. On sait par exemple que les femmes ont tendance à plus s'intéresser aux interactions humaines, tu vois, ce qui les pousse à aller dans le milieu médical, vers des métiers comme la psychologie, la psychiatrie ou la pédiatrie. Tu vois? Oui. Alors qu'à côté, les hommes, en général, ne s'intéressent pas vraiment aux relations humaines. Ils s'intéressent aux choses et aux systèmes. Et ça les pousse à aller vers des métiers comme ingénieur informatique, ingénieur système, programmeur, ou encore dans le milieu médical, la chirurgie. Tu vois? Oui. Et donc, si tu prends 100 femmes, et 100 hommes, et que 20% de ces hommes s'intéressent à la chirurgie, alors que 20% de femmes vont en pédiatrie, que 20% des hommes choisissent, je ne sais pas moi, l'oncologie, par exemple, mais que 20% des femmes vont en psychologie, par exemple, et que les deux métiers ne sont pas rémunérés de la même façon, parce qu'un chirurgien ne touche pas la même chose qu'un pédiatre, malheureusement. Ce sont les règles de la société, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et bien, il est évident que l'argent accumulé par les deux groupes ne sont pas les mêmes. Si on prend ces chiffres de façon brute, c'est-à-dire combien touchent en tout ces 100 hommes et combien touchent en tout ces 100 femmes, on va dire que les hommes gagnent plus que les femmes. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça. Et on sait en plus, par exemple, que les femmes ont tendance à faire plus de temps partiel que les hommes. Pourquoi? Parce qu'elles veulent du temps pour s'occuper de leurs enfants. Tu vois? Oui. Alors que les hommes ont plus tendance à se sacrifier parce qu'ils doivent ramener de l'argent à la maison. Tu vois? Mais après, est-ce que c'est pas les deux qui se sacrifient? Parce que si la femme fait du temps partiel pour pouvoir s'occuper des enfants. Ah oui, mais évidemment, c'est un sacrifice aussi. Mais un sacrifice qui s'exprime mécaniquement par le fait que tu ramèneras moins d'argent à la maison. Ce que je veux dire, c'est que le gap salarial à grande échelle qui est observé n'est pas dû à l'ignominie du système patriarcal, mais à des réalités de presque humaines. Tu vois? C'est ça le cœur de mon propos. Le sacrifice qu'une femme fait dans le couple est inestimable. Tu vois? S'occuper des enfants, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a de plus important que les enfants, dis-moi? Il n'y a rien. Tu vois? C'est un sacrifice, c'est inestimable. Si on avait les moyens, je pense que tous les hommes seraient d'accord pour rémunérer ça, c'est pas 1 million de dollars par femme. Mais on ne peut pas. On ne peut pas le faire pour le moment. Parce que ce n'est pas comme ça que la société fonctionne. Tu vois? Et donc, et donc, pour toutes ces raisons, il y a de façon macro un déséquilibre important qui est observé. Et ça, je te dis, tous les statisticiens sérieux le savent. Quand on creuse la question et qu'on désagrège en tenant compte des préférences professionnelles, de l'occurrence des temps partiels ou du mi-temps, on se rend compte que le gap salarial homme-femme, même dans des pays comme les États-Unis ou la France, tourne autour de 5%, voire 3 ou 1% même dans certains corps de métiers. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que l'ignoble patriarcat empêche les femmes d'accéder à un salaire décent. Et je mets au défi une femme dans le public de me dire qu'elle est moins bien payée qu'un homme qui est entré au même niveau qu'elle, au même moment qu'elle. Hein? Comment l'État organise ça concrètement? Comment on organise un gap, ce gap salarial qui serait de quoi? On dit 70 cents pour une femme, pour $1 pour un homme. Ça ne veut pas dire grand-chose. Sérieusement, c'est un bel argument que j'entends souvent, mais qui est une it's a statistical fallacy. Tu vois, c'est une arnaque statistique.
Je ça, comprends. ce n'est pas une opinion, c'est un fait, tu vois, c'est un fait, tu vois. Ouais, je comprends. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il creuse le sujet sérieusement. Je ne parle pas du privé, parce que dans le privé, ben, comme je le dis, chacun négocie son salaire. Et même ça, il faut voir, hein, tu vois. Ouais, je comprends. Et de toute façon, le débat, il est sur deux volets, tu vois. Le premier volet, c'est ce que tu viens de dire, hein, bien évidemment, que le gap salarial n'est pas vraiment peut-être le sujet derrière. Mais je pense que c'est pas aussi marqué que ça. C'est ça. Mais je pense que peut-être, et selon moi, ce que je comprends lorsque je fais mes lectures, je me rends compte que, tu vois, lorsque tu dis par exemple que les hommes vont plus vers certains métiers, ou certains corps de métier, et les femmes vers d'autres, on remarque de plus en plus aujourd'hui des femmes qui vont vers des corps de métier dans lesquels se trouvent des hommes. D'accord? Et donc, des femmes qui parfois ne sont pas forcément acceptées dans ces corps de métier parce que, comme tu le dis justement, la société ou même la façon de fonctionner de la société avait en quelque sorte divisé les choses, tu vois. Et donc, on voyait déjà les femmes dans un certain nombre de corps de métier et les hommes dans d'autres corps de métier. Maintenant, aujourd'hui, je pense que ce que je comprends, c'est qu'on veut qu'on respecte les femmes qui veulent aller vers les corps de métier d'hommes, par exemple. Et ça, écoute, je pense que c'est peut-être le combat aussi, quelque part. Comme je dis, je suis pour l'égalité de chance pour tout le monde. D'accord? L'égalité de chance pour tout le monde. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as déjà vu une femme médecin? Bien sûr, plusieurs. Est-ce que ça te surprend? Non, pas du tout. Absolument pas. Absolument pas. Je suis sûr qu'à une époque, il n'y avait pas autant de femmes que ça en fac de médecine. À une époque. Tu vois? Et mais aujourd'hui, même chose pour les ingénieurs, ceux qui sont en informatique. Exactement. Et moi, en fait, c'est pour ça, quand moi j'étais sur les bancs, il y avait des filles qui étaient premières, il y avait des filles qui faisaient deuxième, il y avait des filles qui étaient quatrième. Et même, tu vois, on a vu des femmes nous passer devant en classe. Ça existe un esprit de compétition, mais ça ne va pas plus loin que ça. Tu ne te dis pas, mais tiens, qu'est-ce qu'elle fout devant moi? Ou même si tu dis ça, dans ta tête, tu sais que des femmes peuvent être première, deuxième, troisième, être secrétaire, être vice-président, être président, tu vois. Tu ne te poses pas la question, tu vois. Moi, je n'ai jamais considéré qu'une femme était intellectuellement inférieure à moi. Jamais. Quand j'entends les gens dire ça, pour moi, c'est aberrant. Parce que je n'ai jamais vécu ça. Et j'ai vu des femmes occuper des postes très précis depuis que j'étais sur les bancs. Donc, je ne me suis jamais posé la question de savoir si une femme est capable ou pas. Ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas ces biais. En fait, nous, ceux de ma génération, j'ose le dire, nous n'avons pas ces biais qui voudraient qu'on s'étonne de ça. Moi, j'ai vu des femmes étudier l'agronomie à l'ESA, étudier l'ingénierie à l'ENSI, à l'université de Lomé, à étudier à peu de raison la médecine ou le droit. Ça ne m'a jamais étonné plus que ça, tu vois, pas plus que ça. Et je n'aurais jamais été jusqu'à dire, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Tu vois, pour moi, c'était naturel. Tu vois, et nous-mêmes, à l'époque, on s'étonnait, par exemple, qu'il y avait, par exemple, à l'université de Lomé, des cours de soutien en première année exclusivement réservés aux filles. Tu vois, nous, on disait, mais bon, pourquoi on galère tous, on a le même cerveau, pourquoi ça? Mais on nous dit, bon, c'est pour soutenir les femmes. Ok, mais ça ne nous a jamais étonné plus que ça de voir des femmes dans la même classe que nous. Pareil, moi, je suis technicien de laboratoire de formation. Jamais étonné de voir des femmes au labo. Jamais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, nous n'avons pas ces biais, entre guillemets, sexistes. Non. Pour moi, tu es une femme, bon. En fait, en gros, le fait que tu aies un vagin ne m'intéresse pas. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu es compétente pour le travail à faire? C'est tout. Tu vois? Et si tu es compétente, vas-y, lance-toi, quoi. Tu vois? À côté de ça, il y a l'autre aspect qui est que dans certains secteurs encore aujourd'hui,
Peut-être qu'il n'y a pas encore autant de femmes que ça. Pourquoi pas? Je suis parfaitement d'accord. Mais il y en a de plus en plus. Et ça se normalise de plus en plus. Tu vois? Et je ne sais pas quel corps de métier aujourd'hui est, en guillemets, fermé aux femmes. Où on te dit, toi, femme, tu ne viendras pas. Il n'y a rien de plus courant aujourd'hui que le panneau, comment dire, candidature féminine fortement encouragée. Tu es d'accord avec moi? Ouais, c'est vrai qu'on voit ça de plus en plus. Oui, mais voilà, donc bon, voilà, de quoi on parle. C'est concrètement de quoi on parle. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes sont à peu près libres de faire ce que... Même chez nous en Afrique, même au Togo, peut-être que voilà, je prends l'exemple du Togo. Actuellement, je crois le gouvernement est à plus d'un tiers de femmes. La première ministre, c'est une femme. On a déjà vu des gens se réjouir de ça. Moi, ça ne m'a pas étonné plus que ça, parce que la dame, c'est une cadre du PNUD. Elle a passé plus de 10 ans dans le gouvernement. En gros, c'est un caïd, quoi, tu vois. C'est une bosse. Donc, ce n'est pas nécessairement une femme qui a été élue, choisie comme Premier ministre, mais c'est quelqu'un, comment dire, c'est un poids lourd du gouvernement, tu vois. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est une compétence, ce sont des considérations. Et oui, exactement. C'est quelqu'un qui connaît son travail. Qui connaît son travail, qui a 12 ans d'expérience dans le gouvernement. Tu vois? Et elle a occupé un ministère où elle est très appréciée par la population. Donc, en fait, c'était un très joli coup de la mettre Premier ministre, quoi. Après, bon, c'est une femme, oui, pourquoi pas, tant mieux, mais c'est pas ça le cœur de la question pour moi. Et donc, c'est de ça qu'on parle. On parle d'égalité de chance en dernière instance, que chacun ait l'opportunité de faire ce qu'il veut. Mais si l'égalité d'opportunité veut dire qu'on aura en bout de course 80 hommes chirurgiens pour 20 femmes chirurgiens, de grâce qu'on laisse les choses comme ça, qu'on ne force pas les gens à faire des choses qui ne les intéressent pas au nom de telle ou telle idéologie. C'est ça que je dis. D'accord, ok. Et donc, du coup, je pense que tu as répondu à la question, mais en une minute, si tu avais une baguette magique tout de suite et que tu devais justement faire en sorte que le mouvement féministe en Afrique, c'est vrai que je dis l'Afrique, mais il y a beaucoup de réalités, peut-être si on parle du Togo, puisse suivre justement le chemin adéquat, tu changerais quoi et quoi en une minute? Égalité des chances pour tout le monde. Ça en revient à ça. Égalité des chances pour tout le monde, d'une part. D'autre part, que la maternité soit rémunérée. D'accord? Ok. C'est-à-dire que... du coup, qui a un congé plus long de maternité, par exemple? Non, oui, pourquoi pas? Ou même, c'est-à-dire que si une femme pouvait... Là, tu me parles de baguette magique, c'est-à-dire que bon, si je pouvais créer tout ce que je voulais, le fait d'être mère au foyer serait une fonction rémunérée. D'accord. Tu vois? Peut-être... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la mère au foyer serait considérée comme une fonction à part entière, une fonction centrale dans la société, et ça serait rémunéré au même titre que d'autres positions, avec un salaire, un revenu de base ou quelque chose comme ça. Comme ça, ça donnerait aux femmes non seulement le choix d'être dans le monde professionnel ou de s'occuper de leurs enfants, et ça leur donnerait aussi une certaine liberté, une certaine liberté, une certaine marge de manœuvre. Comme je le dis, en dernière instance, ce qui compte pour moi, c'est l'égalité de chance. Et aussi à côté, que la maternité, que la maternité ne soit pas considérée comme une tâche secondaire. Ce n'est pas une tâche secondaire, la maternité, c'est extrêmement important. Et il est important qu'on donne aux femmes la liberté d'être mère, voire même mère au foyer, si c'est ce qu'elles désirent. Je voulais en fait montrer que les critères ou les bases sur lesquelles nous appuyons nos choix, nos injonctions éducatives ne sont pas neutres. Ça vient forcément de quelque part. Et il y a forcément un modèle préexistant. Tu vois? Il y a un paradigme qui veut que les tâches sont séparées, que traditionnellement,
que c'est la femme qui est à la cuisine et s'occupe des bébés et des enfants, et que l'homme, il s'occupe de tout ce qui est mécanique et tout, et il va chercher les ressources dehors. OK. Et il y a le second qui dit aujourd'hui, en gros, un homme c'est un peu une femme c'est un peu un homme, en termes de compétences concrètes. Oui, si on veut, pourquoi pas. Ce sont deux modèles intéressants. Le premier est peut-être traditionnel, plus ancien, rétrograde. Rétrograde, je ne sais pas, je n'en suis pas certain. Je pense qu'on devrait arriver à effectivement une sorte de complémentarité entre les couples, mais que la plupart du temps, dans le couple, je cherche les mots justes là, parce que c'est un terrain glissant. Quelle est la façon juste de le dire? Mais que dans le couple, il y a à terme un certain nombre de préférences entre l'homme et la femme. Dans quelle mesure, c'est difficile à dire parce que c'est pas l'absolu, ça dépend de tout le monde. Mais globalement, une femme aura plus tendance à vouloir s'occuper de son bébé qu'un homme. Tu vois ce que je veux dire? Et un homme aura plus tendance à s'intéresser à des choses mécaniques qu'une femme. Globalement, il y a des exceptions, il y a des comment dire, les poissons volants existent, mais ça ne change pas le fait qu'il n'y a pas des poissons vivent dans l'eau. C'est un peu ça oui, point de vue. je pense Est-ce que cette préférence est sur le couple? Oui. Est-ce que les hommes devraient intervenir plus dans la vie de leurs enfants? Absolument, je suis absolument d'accord sur ce point. Oui, je suis absolument d'accord sur ce point. Mais l'injonction qu'il y a derrière ne me plaît pas beaucoup. Parce que je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Et je ne sais pas ce que ça c'est censé impliquer. Ce que je sais par contre, et ça je vais te le dire, c'est que les couples où l'homme fait les tâches ménagères, là je te parle de l'Occident, où le phénomène est plus avancé, les couples où l'homme s'investit le plus dans les tâches ménagères, ou même est un homme au foyer, ont, je crois, 2 à 3 fois plus de chances d'avoir des divorces que les couples où le rôle est inversé. Est-ce que tu as entendu ce que je vais te dire? Oui, j'ai très bien entendu ce que tu viens de dire. Oui, je vais le répéter. Aussi jolie que soit l'idée du couple où l'homme fait ci, la femme fait ça et tout, et équilibré, la réalité qu'on observe aujourd'hui, c'est que les couples dans lesquels l'homme est au foyer ont quelque chose comme, je crois, 70% de plus de chances d'avoir un divorce que les couples, entre guillemets, traditionnels. Et ça, c'est un constat concret. Et à cela, j'ajoute que dans 70% des cas, la plupart qui demandent le divorce de façon globale. Vu comment tu présentes les choses, je suppose que c'est la femme qui demande le divorce. Ce sont les femmes qui statistiquement demandent le plus le divorce, oui. Et là, on parle de l'Occident, mais quelles sont les raisons qui sont avancées dans ces articles ou dans ces statistiques? Quand certaines femmes, quand on leur a demandé, quand elles commencent à gagner plus d'argent que leur homme, elles trouvent que l'homme n'est plus à leur hauteur. Et quand elles rentrent et quand elles voient leurs hommes, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, réduits aux tâches ménagères, il y a une espèce de mépris qui émerge en elles. Et ça, c'est du factuel. C'est pas de l'idéologie, ce sont des données concrètes. Tu vois? Mais du coup, en fait, on revient aux fondamentaux dont tu parlais, c'est-à-dire que les femmes recherchent un homme qui les protège, qui est puissant entre griffes, etc. Les femmes ont tendance, ça s'appelle l'hypergamie, c'est la tendance qui a structuré l'humanité depuis des centaines de milliers d'années. Les femmes ont tendance à préférer des hommes qui sont plus vieux qu'elles, les plus forts possibles, plus riches qu'elles, tu vois, et qui ont la capacité, 1, de leur donner de beaux enfants, c'est-à-dire un homme sexy, et 2, de les protéger et d'assurer la vie de leurs enfants. Et ça, c'est quelque chose qui date de centaines de milliers d'années. On ne va pas effacer ça en 25 ans de modernité. Tu vois ce que je veux dire? Oui.
Tu vois? Ouais. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le réel qui le dit. C'est le réel qui dit que en moyenne, 3 ans après avoir dépassé leur mari en termes de salaire, les femmes ont tendance à les quitter. À, je crois, 70% de cas. Alors Renaud, je pense qu'on a fait le tour de beaucoup de choses. Je me rends compte aussi que ce serait intéressant de mentionner tes sources à nos auditeurs. Oui, bon, pour ce qui est des sources, je pense que l'avantage de l'époque, c'est qu'on a beaucoup d'informations qui nous viennent directement de gens qui ont travaillé sur la question sur Internet. Donc, il y en a plein. Pour, par exemple, les disparités hommes-femmes en ce qui concerne le choix des métiers, par exemple, je renvoie à ce qu'on appelle dans le domaine des chercheurs aujourd'hui le paradoxe norvégien. Le paradoxe norvégien, qui est cette remarque assez étonnante que plus les différences culturelles sont aplanies, plus les différences, enfin ce qui apparaît comme des différences finalement intrinsèques émergent. Donc vous pouvez par exemple lire il y a une méta-analyse très intéressante qui a été réalisée par un collège de chercheurs sur, par exemple, les différences des centres d'intérêt spécifiquement, c'est-à-dire que les hommes ont tendance à s'intéresser aux choses et aux systèmes et les femmes aux relationnels et aux humains, on va dire. On peut lire, par exemple, Men and Things, Women and People. C'est un peu en anglais, c'est-à-dire les hommes et les choses, les femmes et les personnes. Une méta-analyse sur les différences sexuelles en termes de centres d'intérêt. Il y a Hongsu, Jim Rounds et puis un autre, je pense qu'il est anglais ou américain, Patrick Ian Armstrong, qui a travaillé là-dessus. C'est disponible sur PubMed. Donc, si on cherche par exemple Men and Things, Women and People et Meta-Analysis of the Sex Difference and Interest, on tombe là-dessus assez facilement. La principale source, l'une des principales sources, c'est très certainement ce qu'on appelle encore une fois le paradoxe norvégien. Sur Google, on tombe sur une pléthore de documents là-dessus. C'est très très connu dans le domaine de la sociologie, on va dire. Alors, pour ce qui est du fait que les femmes ont tendance à quitter les hommes qui occupent des rôles traditionnellement féminins, c'est-à-dire s'occuper de la maison, il y a une étude de Harvard là-dessus qui est assez... c'est Harvard, quoi. C'est une étude de Harvard. On peut facilement le trouver en ligne également. Il y a eu beaucoup de reprises sur sur des sites comme le Daily Mail, le Millie Chronicle. Par exemple, au Daily Mail, le titre de l'article, je crois, c'est The Real Reason Modern Marriages Fail. Enfin, semicolon, comme on dit. Women more likely to divorce, stay at home dads who fail to live up to breadwinner stereotypes. Bon, c'est en anglais, mais c'est basé sur une étude de Harvard, justement. Et vous aussi trouvez un article qui est assez bien traité, la même étude d'ailleurs, en se basant sur comment dire, l'Union européenne a l'habitude de faire un index qu'on appelle l'index de l'égalité des genres, c'est le EU Gender Equality Index. Je crois que c'est le site, c'est la BBC qui a fait l'article, c'est Why Promoted Women Are More Likely to Divorce. Ouais, c'est ça. Et ça montre un peu la tendance des femmes à ne pas vouloir s'associer, on va dire, avec des hommes qui gagnent moins qu'elles. Ce qui renvoie à ce que dans l'anthropologie, on appelle l'hypergamie. C'est-à-dire que les femmes ont tendance à ne se marier ou à ne former un couple qu'avec des hommes qui sont soit au minimum au même niveau qu'elles dans la hiérarchie sociale, soit
au niveau supérieur, donc c'est au moins à son niveau et de préférence, c'est-à-dire un homme qui est en fait plus riche ou avec un statut social supérieur aussi. Donc, je pense que ça, ce sont 3 éléments qui devraient qui sont déjà assez intéressants pour rentrer dans ce qu'on appelle certaines différences certaines disparités entre les hommes et les femmes quand il s'agit de ce genre de choses. Je ne sais pas s'il y a des sources que je n'ai pas citées et où tu aimerais que je revienne. Je pense que c'est correct. De toute façon, j'aimerais mentionner en fait aux auditeurs que je prendrai le temps de mentionner en fait ces différentes sources en lien hypertexte dans le descriptif du podcast. Donc, s'il y en a qui ont envie d'aller lire ces articles pour mieux comprendre aussi les propos de Renaud, ce serait intéressant parce que ce que moi je comprends finalement, c'est que il est important de lire aussi pour comprendre, pour voir un peu pourquoi Renaud dit telle ou telle chose. Comme ça aussi, on aura une idée plus claire. Alors, moi, ce que je voudrais ajouter rapidement, Renaud, c'est aussi que non seulement il est important pour les gens de lire d'autres études qui sont d'autres contextes culturels, mais je voulais savoir en fait si tu as aussi des sources que je pourrais mentionner, bien entendu, dans le descriptif des sources qui concernent le contexte africain. J'en avais trouvé quelques-unes, mais pas beaucoup. Peut-être que si tu en as ou si tu as déjà des exemples à donner rapidement, mais sinon je pourrais les mentionner dans le descriptif du podcast. Il faudra que je cherche. L'un des gros problèmes en Afrique, c'est que vu comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a d'abord de la recherche universitaire, ensuite on le prend, les journalistes le prennent pour en faire des articles. Donc j'ai le défaut, on va dire, d'être plus défaut ou qualité, je sais pas. En tout cas, j'ai plus tendance à être connecté avec les papiers universitaires occidentaux. C'est là où la recherche est la plus abondante, on va dire. Je vais me renseigner plus précisément sur quand même des travaux universitaires ou non universitaires qui ont été faits en Afrique là-dessus. D'ailleurs, quelques titres, tu le dis, il y a une étude très intéressante je crois qui a été faite au Sénégal sur la polygamie qui renvoie un peu à ça. D'ailleurs, la polygamie est un phénomène assez intéressant dont il faudra peut-être parler d'autres fois. Oui. De toute façon, ça pose encore une fois, Renaud, le problème de la recherche en Afrique. Je pense que ça faisait partie d'un de nos grands sujets pendant la COVID. Je pense qu'on reviendra sur ce sujet en particulier dans la saison 2. Pour tous ceux qui nous écoutent, on parlera vraiment de la recherche et des petits obstacles, ou je dirais même plus des gros obstacles en fait, qu'on rencontre en Afrique, parce qu'on est tous orientés vers des recherches académiques qui sont réalisées en Occident, ou parfois des recherches qui sont réalisées en Afrique, mais pas des Occidentaux. Et parfois, c'est vrai que c'est pas très... c'est intéressant, mais après, on aurait voulu avoir plus de données statistiques, sociologiques, sociodémographiques, etc. sur le contexte africain. Après, je sais qu'il y a des démographes quand même qui font de bon travail de l'unité de recherche démographique à Lomé, mais c'est vrai qu'on n'a pas assez de moyens. Donc, ça, je pense qu'on va l'aborder dans un prochain podcast. En tout cas, merci beaucoup, Renaud, pour ce petit briefing des sources. Il y a une tendance qui se dégage là, tu vois. Et moi, je ne fais que la constater. Et après, chacun pourra tirer les conclusions qu'il ou elle veut de cette donnée statistique observée et qui trouble tout le monde. Mais c'est ce qu'on observe. D'accord. En tout cas, on tend vers la fin du podcast et je pense qu'on a fait quand même un joli tour du féminisme. Moi, je comprends très bien ce que tu dis. C'est clair, hein? Je pense que si les gens ont des questions, ils vont pouvoir les poser tranquillement après la diffusion du podcast. Et je pense que justement, notre discussion démontre quand même un certain nombre de choses, clair, que il y a des modèles qui existent, il y a des choses qui apparemment veulent changer, mais il y a aussi quelque chose de très important, c'est que chaque couple ou chaque personne fait ce qu'elle veut.
quelque part. C'est-à-dire que on a posé le débat tout à l'heure justement du papa qui s'occupe de son enfant, etc. Et que certaines personnes trouvent bizarre ou pas. Donc, quelque part, ça veut dire que si un couple veut fonctionner de cette façon, c'est son choix. D'accord? Et il y a l'autre sujet que tu as posé très bien quand tu parles du taux de divorce et tout. C'est vrai que c'est en Occident, mais je me demande et je me dis peut-être que ce serait intéressant de faire ce genre d'études aussi en Afrique pour voir s'il y a peut-être des couples qui fonctionnent de cette façon. Est-ce que finalement ça marche ou pas, etc. Mais je trouve quand même qu'il y a matière à réfléchir. Ça veut dire que si demain on doit être en couple et tout, etc., quelque part, il faut savoir comment éduquer nos enfants aussi. Il faut savoir comment fonctionner et tout pour que justement tout se passe très bien. Après, comme je le dis, chaque couple fonctionne à sa manière. Cet épisode n'est pas contre les femmes ou contre les hommes, parce que je sais que d'un côté ou de l'autre, il y en a qui vont nous tomber dessus, forcément. Donc, je préfère préciser, c'est juste une discussion entre deux personnes qui s'interrogent aussi, qui voudraient que les choses aillent mieux pour tout le monde. Renaud, est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure, en fait, en 2 minutes, cet épisode? Déjà, merci à toi de m'avoir donné un peu la parole. Franchement, je ne sais pas si j'ai été clair dans mes propos, parce que bon, je sais que j'ai tendance à être un peu long parfois dans mes développements. Ça peut prêter à confusion. Qu'est-ce que je dirais pour conclure? Que en dernière instance, que je dirais en dernière instance que l'unité fondamentale homme-femme, c'est le socle de la société, de la civilisation. Et que nous ne sommes pas faits pour entrer en collision, en opposition les uns avec les autres, mais que le but, c'est de trouver ce yin et ce yang, cet équilibre, cette harmonie constructive entre les deux sexes. Mais que si on pousse le bouchon avec une certaine frange du féminisme, on va vers une séparation, une sécession des hommes d'avec la société, et que, en dernière instance, il n'est pas sûr que ce soit les hommes qui en souffrent le plus. Tu vois? Oui. Et aux hommes, je dirais que dans un monde qui est en train de changer, dans un monde où nous sommes de plus en plus pointés du doigt, souvent injustement, en dépit des énormes sacrifices que nous faisons pour rendre la vie aussi agréable que possible à ceux que nous aimons, et surtout aux femmes, dans un tel monde, il faut que les hommes commencent à refuser systématiquement d'endosser des responsabilités s'ils n'ont pas l'autorité qui va avec. C'est-à-dire que nous venons d'un monde où les hommes avaient à la fois une certaine autorité, mais il y avait énormément de responsabilités qui accompagnaient cette autorité-là. Aujourd'hui, la société nous demande d'endosser les mêmes responsabilités qu'hier, tout en nous enlevant l'autorité que nous avions. Et ça, il faudra le refuser. L'évolution moderne, si elle va être une libération de la femme, c'est aussi une libération de l'homme. C'est-à-dire que nous devons refuser d'endosser des responsabilités si on ne nous donne pas l'autorité équivalente. Si tu endosses une responsabilité sans avoir l'autorité qui va avec, c'est de l'esclavage, c'est une arnaque. Et donc, dans un tel monde, il faudra que les hommes s'intéressent avant tout à leurs intérêts propres, au détriment de, entre guillemets, la société. Parce que visiblement, la société moderne ne veut pas d'hommes virils, ne veut pas d'hommes, d'hommes qui portent leurs couilles, et préfère des espèces de demi-molles qui acquiescent à toutes les idées aussi absurdes soient-elles. Et donc, je demande aux hommes de ne pas endosser des responsabilités s'ils n'ont pas l'autorité qui va avec. Parce que dans la vie, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Personne n'a ça. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Donc, au-delà de ça, je souhaite une vie harmonieuse et constructive entre les deux sexes. Et voilà, en gros. Vu qu'on a pu parler de féminisme, quand je dis ça, c'est que harmonie et égalité des chances pour tout le monde. D'accord, Renaud. Merci beaucoup, Renaud, pour le temps que
tu nous as accordé. Je dis nous parce qu'on est tous là à t'écouter. Merci aussi d'avoir partagé ce que tu aurais aimé savoir. Et je pense que certaines personnes ont quand même retenu ce qu'il faut retenir. Et merci pour ton avis sur le féminisme. Je pense qu'il y a matière à réfléchir, bien évidemment. Après, c'est vrai que les avis divergent sur le sujet, c'est tout à fait normal, vu comment justement le sujet est traité par une frange justement de féministes. En tout cas, merci beaucoup Renaud et on se dit à tantôt. À tantôt, oui. Et on précise que nous parlons d'une certaine frange du féminisme. D'accord, c'est important cette précision. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et à tantôt. Bonjour, mon cher ami. J'espère que tu as aimé ce podcast. J'espère que tu as aimé cet échange. Je m'excuse d'avance pour le montage, etc. La voix un peu baissée à un moment donné. Mais je pense qu'il était important de mentionner les sources aussi de tout ce que Renaud a pu dire. Je trouve que c'est très important. Je laisse justement tous ces détails dans la description du podcast, donc les liens vers ces sources-là. Donc si tu as envie de les lire, n'hésite pas, fais-toi plaisir. Je pense que ça permettra aussi de mieux comprendre les propos de Renaud. Alors, moi je retiens plusieurs choses de tout ce que Renaud a dit. Alors déjà, Renaud a beaucoup parlé de l'égalité des chances. Parce que je pense que si on analyse bien en fait le débat autour de l'égalité hommes et femmes, il s'agit beaucoup plus de ça probablement, parce que c'est vrai que pour l'égalité de résultats, il y a beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en compte. Il y a le secteur d'activité, il y a aussi le fait que tout simplement les femmes vont vers un certain nombre de métiers, donc des métiers donnés, et les hommes vont vers d'autres métiers. Donc c'est clair que c'est un peu difficile de comparer à ce niveau-là. En revanche, c'est clair que lorsqu'on a une femme et un homme dans un même corps de métier, etc., il est important que ces deux personnes-là soient traitées de la même manière, quel que soit le genre, d'accord? Et je pense que c'est le débat de beaucoup d'organisations, de beaucoup de femmes aussi, de beaucoup de féministes. Et quand je parle de féministes, je parle des hommes aussi bien que des femmes. Donc il est important, de mon point de vue, de pouvoir en arriver à ce stade-là. Donc lorsqu'on a deux personnes dans un même corps de métier, que ces deux personnes aient les mêmes chances en fait de pouvoir aller au devant en fait, ou au-delà justement de si elle doit peut-être obtenir des promotions, qu'on ne priorise pas l'homme tout simplement parce qu'il s'agit de l'homme par exemple. Vous voyez, ces petites inégalités doivent cesser. Renaud a parlé aussi de la maternité qui selon lui devrait être rémunérée. J'ai trouvé ça très intéressant. Dans certains pays comme le Canada par exemple, le congé maternité est pratiquement de 1 an, donc 12 mois. Et c'est très intéressant en fait, parce que la maman peut continuer à être payée, je pense, à 75% ou 60% de son salaire pendant tout ce temps. Et j'ai trouvé ça très intéressant. En revanche, à Lomé, si je ne me trompe pas, au Togo plutôt, le congé maternité c'est de 3 semaines, j'ai dit 3 semaines, 12 semaines si je ne me trompe pas, en gros 3 mois, quelque chose comme ça. Disons que je trouve quand même que c'est peu. C'est peu selon justement le nouveau code du travail. Je peux me tromper, donc s'il y a des personnes qui pensent que je me trompe, que ces personnes n'hésitent pas à mentionner tout cela dans les commentaires, ce sera avec plaisir. Donc les hommes ont 2 jours de congé, le congé paternité. Donc je pense qu'il est important aussi de penser au congé paternité. Et déjà, il est important d'étendre le congé maternité, honnêtement. Il est important aussi que les employeurs au Togo prennent en compte ce congé maternité-là. C'est pas parce qu'une femme va en congé que lorsqu'elle revient de cette congé maternité,
qu'elle ne devrait pas reprendre son boulot. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression que la femme est diminuée, qu'elle ne serait plus efficace, etc. Donc, je pense qu'il y a un gros travail aussi de mentalité à faire. Renaud a parlé justement des modèles éducatifs qui ont des impacts, mine de rien, sur l'égalité hommes et femmes, qui ont également des impacts sur la vie de couple, etc. Donc, je pense que le gros débat se trouve au niveau des modèles éducatifs. Pour moi, c'est la base en fait. Dès qu'on corrige cela, je pense qu'on pourra valablement aller vers une équité hommes et femmes. Parce que en termes d'égalité, on est sûr que sur certains plans, ça ne va pas être possible. Mais on peut quand même arriver à une vraie équité hommes et femmes. C'est tout à fait possible. L'idée, ce n'est pas forcément d'arriver à 50-50, mais d'en arriver à prendre en compte le fait qu'une femme est une personne. C'est juste le respect des droits humains en fait, tout simplement. Je pense qu'il est important aussi de mentionner le fait qu'il n'y a pas assez de financement pour les recherches scientifiques en Afrique sur ce type de sujet-là. Je pense qu'il serait intéressant d'étudier les perceptions des hommes et des femmes sur l'équité hommes et femmes au Togo, en Afrique, de discuter justement avec des employeurs aussi, etc. Donc, je pense qu'il est important en fait. Je pense que je vais m'arrêter là. J'espère vraiment que tu as aimé ce podcast. J'espère vraiment que tu as pu tirer quelque chose de positif de ce podcast-là. Je te laisse à présent et je voudrais préciser que tu es très très bien dans l'émission Ce que j'aurais aimé savoir de Edek Betoglo. On se retrouve pour l'épisode prochain. Allez, à tantôt.